Bonjour, je vais vous parler de l'hypernatremie contrôlée. La option thérapeutique dans le contrôle des rythmes de tension intracrânienne en 2024. C'est un stage que j'ai fait sous la supervision du docteur Leblanc. Alors, pour commencer, je vais vous poser deux questions. D'abord, est-ce que la perfusion d'osmothérapie, ça induit un mouvement d'eau du secteur extra vers le secteur intracellulaire pour vous? Quelqu'un veut répondre? Emmanuel? Non, du coup, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Est-ce que ça induit un mouvement d'eau au niveau de tous les capillaires de l'organisme? Emma? Ça sert De tous les capillaires. Pas suffisant. On verra. Est-ce que ça n'induit pas d'effet secondaire? C'est faux. Est-ce que le SSH doit être préféré au mannitol? Bah, tu fais en plus hospitalier. Est-ce que l'osmothérapie en bolus a un effet prolongé dans le temps? C'est quoi prolongé? 24 à 48 heures. Tous les QCM. Alors, il n'y a aucune bonne réponse. Ça induit un mouvement d'eau vers le milieu intracellulaire. Et ça ne bouge pas au niveau de tous les capillaires, mais seulement au niveau du cerveau, on va voir ça. Ça a des effets secondaires. Les deux produits, le SSH est équivalent au moins en Europe au niveau par rapport au mannitol. Et ça a un effet à court terme, qui est jusqu'à 4 à 6 heures maximum. La deuxième question, désolé, on aura les réponses. Vous prenez un patient qui a un traumatisé crânien grave en réanimation avec une persistance d'hypertension, une pique qui est entre 30 et 40, sans possibilité neurochirurgicale. Est-ce que vous voulez faire du mannitol en continu? Non, c'est pas recommandé. Du SSH hypertonique en continu? Non plus, c'est pas recommandé. Du barbiturique? Non plus. L'hypothermie contrôlée? Oui. Et l'hyperventilation? Non plus. On avait la réponse. Les recommandations actuelles, alors la SPA en 2016, il faut administrer du mannitol ou du SSH en moins de 20 minutes lorsqu'on a des signes d'hypertension intracrânienne, sans préférence ni pour l'un ni pour l'autre. Et les recommandations qui sont plutôt du côté des États-Unis, ils préfèrent le SSH en première intention, le mannitol si le SSH n'est pas accessible, et ça reste seulement un traitement intra-hospitalier. Et dans les signes d'hypertension, un traitement qui ne va pas être visé thérapeutique, mais seulement symptomatique. Et un traitement temporel. Alors maintenant, je vais vous parler de deux concepts. Le premier, c'est l'osmolarité. L'osmolarité, c'est un principe quand il y a une membrane semi-perméable. Si on prend en dehors de tout autre paramètre physique, s'il y a plus d'osmol dans un des deux compartiments que l'autre, ça induit un mouvement d'eau vers le compartiment où il y a le plus d'osmol. C'est le principe de base qui régit tous les échanges au sein de l'organisme. Alors là, c'est un schéma qui schématise un vaisseau dans les compartiments extracérébraux avec, on voit la flèche. Alors le capillaire il est central et l'espace interstitiel qui est tout autour. Et il y a une loi, c'est la loi de Starling qui régit ces différents échanges, qui est régie par deux grandes pressions, c'est la pression hydrostatique et la pression oncotique. Et la pression oncotique, c'est celle qui est en lien avec l'osmolarité directement. Alors que la pression hydrostatique, c'est en lien avec les différentes pressions dans ces deux échanges. Au niveau cérébral, par contre, il y a une particularité, il y a une structure anatomique qui est l'unité neurovasculaire, aussi appelée la barrière hémato-encéphalique, qui régit ces échanges, qui est composée et des cellules endovasculaires, avec ici, vous voyez le petit capillaire. Autour, il y a une première cellule qui s'appelle le péricyte, et encore autour, il y a des pieds astrocytaires, avec des pieds qu'on appelle aussi podocytaires. Le tout, ça forme une barrière hémato-encéphalique. Si on zoome un petit peu plus sur cette barrière hémato-encéphalique, on voit qu'il y a deux composants. Il y a et le milieu cellulaire ici, avec les podocytes, le péricyte, et les jonctions serrées ici, où aucun échange n'est possible dans les conditions physiologiques. C'est régi aussi par la loi de Starling, mais qui, on dit, simplifiée, avec deux composantes. Toujours le delta P, les pressions hydrostatiques, et les pressions oncotiques, avec deux petits coefficients qui sont les coefficients de perméabilité. Ici, c'est les coefficients de perméabilité osmotique, et ici, hydrostatique. À cause des jonctions serrées, on peut considérer que le deuxième gradient est nul dans les conditions physiologiques au niveau du cerveau. Donc tous les échanges se font en fonction du gradient oncotique. Et il y a 5 possibilités pour les échanges, des flux passifs, des flux actifs, avec différents composants, de la transitose et aussi de la diapédèse pour les cellules.
Si on regarde un petit peu la régulation du volume cellulaire, maintenant plutôt qu'osmolaire, il y a deux mécanismes dans les mouvements notamment de natrémie, l'hypo et l'hypernatrémie. Il y a une adaptation rapide, en moins de 48 heures, généralement c'est plutôt immédiat. Donc, quand on est en hyponatrémie, ça fait une augmentation, une minoration du volume intracellulaire, selon vous? Hyponatrémie? Du coup, il y a une augmentation de l'eau et le cerveau va avoir tendance à évacuer l'eau. Et dans l'hypernatrémie, c'est l'inverse. Et par contre, au long cours, il y a une variation avec une création par les cellules cérébrales de ce qu'on appelle des osmoles organiques qui, sur une semaine, 2 semaines, vont faire des flux. C'est ça quand on corrige les différentes natrémies qui font des perturbations et des lésions, notamment la myélinologie centropontine, qui peut avoir des grosses lésions cérébrales. Maintenant, si on regarde un petit peu, alors là, c'est des expériences sur des lapins qu'on sacrifiait à 1 heure, 4 heures ou une semaine, et on leur induisait une hypernatrémie chronique à 170-180 millimoles en fonction des flux, et on observait deux choses. Au niveau du cerveau, avec une hypernatrémie, on peut voir que l'osmolarité à 1 heure, 4 heures augmente, et persiste à une semaine après l'arrêt des thérapeutiques de l'hypernatrémie. Et quand on sacrifie ces souris, on voit une différence. Donc il y a bien une perte d'eau dans les volumes cérébraux à 1 heure, 4 heures, qui est en faveur. Par contre, à une semaine, alors qu'on a une osmolarité, on voit qu'il n'y a pas de modification du volume cérébral. Ça montre qu'à une semaine, le cerveau s'adapte et garde une hyperhydratation intracellulaire, qui est indépendante du coup des flux osmolaires. Maintenant, si on regarde un peu plus au niveau de ce qui se passe dans les traumas crâniens et hémorragies et lésions cérébrales, on peut voir par rapport aux flux osmolaires qu'il y a des perturbations et des activations de canaux spécifiques. Notamment, j'en ai sélectionné 3. Il y a les flux liés aux aquaporines, donc c'est des flux d'eau qui sont des flux passifs, qui sont stimulés par l'ablation cérébrale, avec une majoration des transferts d'eau en intra et en extracellulaire. On peut voir aussi ces récepteurs, les sur-1-TRP4, qui ne sont pas exprimés en dehors de tout ce qui est trauma et lésions cérébrales, qui sont des facteurs associés à l'apoptose cérébrale, qui n'apparaissent donc que quand le cerveau souffre, et qui permettent l'afflux et en intracellulaire et en interstitiel du sodium entre eux, et qui permettent du coup une modification du gradient de natrémie au sein du cerveau, avec une majoration de l'hypernatrémie en interstitiel et une hyponatrémie relative dans le secteur vasculaire. Et l'autre grosse pompe à prendre en compte, c'est aussi la NAK-ATPase dans tout ce qui est lésions cérébrales. Il y a une majoration des besoins en ATP dans le cerveau qui fait qu'il y a une activation de ces pompes et qui va elle aussi majorer le gradient. Et donc il y a un gradient positif vers l'interstitium qui apparaît dans tous les œdèmes cérébraux. Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans les œdèmes cérébraux? On considère qu'il y a 3 phases qui sont plus ou moins rapides en fonction de la symétrie et de l'intensité du traumatisme. Il y a d'abord la phase ionique qu'on a vue juste avant, avec une modification du rapport notamment sodique et une majoration avec un influx de sodium vers le milieu interstitiel, qui n'est pas bien schématisé mais qui est par ici, et qui fait un appel d'eau en même temps. Donc il y a déjà une majoration et un œdème cérébral qui apparaît dans la première phase, qui liait seulement à des flux par les cellules. Dans un deuxième temps, il y a une phase vasogénique, par souffrance des différents vaisseaux capillaires et aussi souffrance des jonctions serrées qui perdent leur efficacité. Et il y a une modification du gradient de perméabilité qui fait qu'il y a des flux d'eau qui sont aussi passifs et liés justement au gradient qui s'est instauré dans la première phase. Et en plus, quelques vaisseaux qui commencent à venir, donc on peut avoir des phénomènes d'hémorragie intraparenchymateuse. Et dans la troisième phase, qui est soit très tardive, soit très précoce dans les traumas très sévères, il y a une rupture complète de cette barrière hémato-encéphalique et on perd la capacité du cerveau à s'adapter. Et là, il y a un œdème cérébral majeur qui apparaît avec une hémorragie associée. Donc ça, c'est les 3 phases différentes de l'œdème cérébral. Maintenant, si on considère tout ce qu'on a vu, donc l'osmolarité, ainsi que les propriétés de la barrière hémato-encéphalique, il y a des gens qui ont théorisé qu'avoir une hypernatrémie qu'on contrôle, donc on augmente le seuil de sodium et on stabilise cette natrémie, permettrait de mieux contrôler cet influx de natrémie au niveau de la barrière hémato-encéphalique et donc théoriquement permettrait de diminuer l'œdème cérébral. Si on diminue l'œdème cérébral, on diminue la souffrance du cerveau dans un deuxième temps après l'agression cérébrale. Et ça serait dans un but de contrôle des axos. Il y a une équipe, c'est l'équipe de Rocky, qui est à Nantes, qui a essayé ces thérapeutiques en réalisant différentes expériences et en administrant des SSH en continu chez des malades. On peut voir plusieurs choses. Alors eux, ils administraient pendant 48 heures le SSH
et ils faisaient des contrôles toutes les 8 heures de natrémie, entre 4 et 8 heures, et ils observaient différentes choses. On peut voir déjà que la natrémie, après les premières administrations, se stabilise sur un plateau à 150 de natrémie, plus ou moins 5, donc on augmente la natrémie de base. Et à l'arrêt du SSH, en 48 heures, on a une réversion complète et on revient au seuil normal de natrémie pour ces malades. Ce qui a comme conséquence, ce qu'on voit dans l'osmolarité mesurée chez tous ces malades, il y a une augmentation à peu près de 10% de l'osmolarité liée au SSH, qui est liée justement au flux de natrémie. Ce qu'on peut voir aussi, et ce qui a comme impact notamment, c'est, alors là c'est un peu plus compliqué, c'est une étude qui a été réalisée, c'est en Allemagne, où ils ont fait entre 2016 et 2019, ils ont changé leur pratique en 2018, où ils ont initié du SSH en continu chez leurs patients, et ils ont observé le avant-après des effets du SSH en continu. Ce qu'on peut voir dans les mesures, là c'est sur le temps, et là c'est un rapport entre l'œdème et le volume hémorragique initial, un volume qui était à peu près à 3 cm chez ces patients, et ils faisaient des contrôles systématiques scanographiques pour voir l'évolution et de l'œdème et de l'hémorragie. L'hémorragie était stable. Par contre, on voyait chez les patients chez qui on administrait, c'est la courbe en noir, qu'il y a une majoration de l'œdème. On passe d'un rapport de 1 à 1,6, 1,8 au maximum, donc un œdème qui double. Alors que les patients avec du SSH en continu, le rapport est stable, donc il n'y a pas d'augmentation de l'œdème périhémorragique chez ces malades. Ça, c'est seulement chez des malades avec un hématome attrapant un hématome. Ce qu'on peut voir aussi dans une autre étude maintenant, qui est aussi une méta-analyse de toutes les études sur le SSH, il n'y en a pas beaucoup, au total ça fait 800 malades à peu près. Ils ont mesuré la pique avec l'administration et on pourrait supposer, de ce qu'on voit en tout cas, il y aurait une diminution de la pique. Dans la dernière méta-analyse qui est sortie là-dessus, on voit en tout cas que la pression intracrânienne chez les traumatisés crâniens est à la baisse. C'est pas comparé aux prises en charge classiques, là c'est vraiment que le SSH continu, on voit qu'il y a une diminution de la pique, sans autre analyse associée. Quand on regarde l'ensemble des études, la grosse étude qui a eu lieu dernièrement, c'était une étude par Roquilly à Nantes. C'est une étude randomisée, multicentrique, c'était 50-50 dans les populations. Chez tous les traumatisés crâniens, on les randomisait, on les mettait dans un groupe, on faisait des bolus, la prise en charge classique du neuro-réanimé. Et dans l'autre groupe, on faisait du SSH en continu. Le SSH en continu, on faisait un bolus initial, on essayait d'atteindre l'objectif de natrémie, et après, toutes les 8 heures, on vérifiait si la natrémie était dans les clous, et sinon, on faisait des petits bolus en plus. Et il y avait 1 gramme toutes les fois qui passaient de soluté sodique. On peut voir des résultats, alors il y a des résultats en faveur du SSH, on peut voir notamment une différence sur la mortalité d'à peu près 5%. C'est pas significatif, mais il y a une tendance à la diminution de la mortalité chez ces malades. On peut voir aussi, dans la méta-analyse qui est sortie au décours de cette étude randomisée, sur à peu près 1800 malades, on peut voir que oui, il y a une diminution de la mortalité, qui en tout cas est visible, mais c'est à contrebalancer cette étude, notamment sur la grosse étude randomisée. On voit qu'il n'y a aucune différence. Alors ça, c'est le score GOS-E, c'est un score d'évaluation qui cote en 6 grades différents, le pronostic neurologique des malades, enfin c'est en 8 grades, pardon, qui va du patient décédé au patient qui est en bonne santé, qui a complètement récupéré de son traumatisme. Donc c'est de 1 à 8, et donc du plus grave au moins grave. Et en fait, chez ces malades, chez les traumatisés crâniens, il n'y a aucune différence entre un patient qui a été pris en charge classiquement et un patient chez qui on a fait du SSH en continu. Ça, c'est à 6 mois. Les résultats à 3 mois ne sont pas différents et à 1 mois ne sont pas différents non plus. Une autre chose qui sort aussi dans les études, quand ils ont analysé un petit peu, alors là c'est une courbe qui montre l'hypertension intracrânienne chez les malades. Le vert c'est le contrôle, le groupe jaune c'est ceux chez qui on fait le SSH en continu. On voit qu'initialement on a une tendance à un meilleur contrôle de la pique. Les patients qui sont moins souvent hypertendus, surtout dans les 48 premières heures, c'est vraiment là où l'intensité thérapeutique était maximale dans les deux groupes. On arrive à mieux contrôler, en tout cas on a l'impression, la pression intracrânienne. Par contre, dans un deuxième temps, on voit qu'il y a une inversion des deux courbes avec une stabilité plutôt de la pression intracrânienne dans le groupe interventionnel, alors que le groupe contrôle, ça diminue. Ça pourrait expliquer qu'en mettant le SSH en continu, on a un gradient d'hypernatrémie qui reste plutôt haut. Et quand on arrête le SSH, on avait vu qu'il y avait une régulation du volume intracérébral. Il y aurait une contrebalance qui fait qu'il y a un afflux plus important d'eau et, à minimum, qui expliquerait pourquoi la tension intracrânienne, il n'y a pas de modification. Il n'y a pas d'aggravation, mais en tout cas, il n'y a pas d'amélioration et une stabilisation de la pression à 7 jours. Et quand on allait jusqu'à 28 jours, en tout cas, ils n'avaient pas l'impression qu'il y avait de différence sur leur valeur.
Enfin, si on regarde maintenant le SSH, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a un retentissement rénal, et c'est pour ça que le SSH en continu, ça fait peur à plusieurs équipes, notamment en néphrologie. Quand on regarde sur l'ensemble des études qui sont sorties, donc au total il y a 1800 patients, on voit qu'il n'y a pas du tout de retentissement d'administration de SSH en continu chez l'ensemble des malades par rapport à la prise en charge classique en neuroréanimation. Voilà, au total, finalement, quand on regarde la prise en charge de l'hypertension intracrânienne en 2024, l'osmothérapie, il n'y a que deux options, le Manitab ou le SSH. Les deux, c'est en bolus, il n'y a pas de place pour l'administration en intraveineux continu. C'est un niveau de preuve qui est faible, mais il n'y a pas plus d'études pour le moment. Et la place de l'hypernatrémie contrôlée, pour l'instant, on n'a aucune preuve scientifique avérée. Il n'y a que des hypothèses, et il faudrait soit revoir la population cible, toutes les études, c'est des traumatisés modérés et sévères, il n'y a pas seulement les traumatisés sévères, et peut-être qu'on n'est pas dans la bonne plage, il faudrait administrer plus longtemps. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le schéma thérapeutique qui serait peut-être idéal pour ces malades. Actuellement, il y a un projet d'étude qui serait en cours à Nantes, et ça reste une hypothèse, et oui, il voudrait viser seulement les traumatisés crâniens graves, donc inférieurs à 8 de Glasgow, et voir si avec ça on aurait une amélioration neurologique qui est l'élément pertinent pour en tout cas la prise en charge de l'hypertension intracrânienne. Mais il n'y a pas d'autres projets d'études pour le moment. Voilà, c'est tout pour mon topo.